Bonjour, donc voici la leçon 2 qui est le prolongement de la leçon 1 sur le tourisme. On avait vu la dernière fois la notion de tourisme de masse. Qu'est-ce que c'était le tourisme de masse? Aujourd'hui, on va voir comment les flux touristiques, c'est-à-dire les mouvements touristiques, les déplacements liés au tourisme, ont des conséquences, un impact sur les territoires, mais aussi on verra sur les sociétés. Alors on va commencer par analyser ces deux documents. Donc vous voyez ces deux documents graphiques, ici un véritable graphique abscisse ordonné, et ici ce qu'on appelle un diagramme circulaire qui met en place des proportions. Alors, comment on peut analyser ces documents et qu'est-ce qu'ils montrent? Le premier document, c'est les arrivées des touristes internationaux avec une évolution depuis le milieu à peu près ou le début des années 1980. Qu'est-ce qu'on remarque? Sur tous les continents, il y a une augmentation importante du nombre de touristes dans ces régions-là, dans ces continents-là. Mais on voit une part prépondérante de touristes en Europe ici, puisque c'est cet écart ici, ce chiffre qu'il faut regarder. Les autres continents ont des parts beaucoup moins importantes d'accueil de touristes internationaux. Vous avez en deuxième lieu l'Asie, le Pacifique, et après, d'une manière beaucoup plus anecdotique, Moyen-Orient, Amérique et Afrique. Donc on voit très bien que l'Europe a une part prépondérante dans l'accueil des touristes internationaux. Deuxième graphique, ce diagramme circulaire, on voit avec quels moyens de transport les touristes se déplacent-ils. Et on voit une large majorité, 54%, qui se déplacent en avion. Alors, comment interpréter ce chiffre-là? Eh bien, plusieurs choses. On remarque que les distances que parcourent les touristes pour se rendre sur leur lieu de vacances est de plus en plus longue, lointaine. Donc, l'avion est le moyen de transport le plus adapté à ces longues distances. Deuxième chose, les prix des billets d'avion depuis le début des années 80 eh bien, a très fortement baissé, donc ce qui, on va dire, démocratise un petit peu plus les départs touristiques vers des longues distances en utilisant les billets d'avion dont la baisse du coût du billet est aussi un des éléments d'explication. Deuxième part, on a l'automobile et le bus, et après de manière extrêmement minoritaire, anecdotique, le bateau et le train. Donc on en conclut bien que ce sont des très longues distances et qui sont privilégiées à l'échelle mondiale par les touristes, puisque l'avion est le moyen utilisé. Donc si on regarde ça sur une carte, vous allez compléter la carte que je vous avais donnée la dernière fois. Donc les espaces concernés par les flux touristiques, on l'a vu, sont principalement les pays du Nord, c'est-à-dire les pays riches. Amérique du Nord, Europe et Japon ici. Donc on remarque aussi avec les flèches, c'est-à-dire les principales migrations, les principaux flux touristiques, que les échanges de touristes et les flux touristiques, les déplacements touristiques se font essentiellement entre les pays riches, puisqu'on voit voilà, la connectivité entre l'Europe, le Japon, entre l'Europe, l'Amérique du Nord, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, entre l'Amérique du Nord et le Japon ici, donc cette liaison entre pays riches pour le tourisme. Alors là aussi, il y a des éléments d'explication. Les touristes américains et japonais vont très souvent en Europe. Ici, on peut le voir avec ces flèches. Ici, les touristes japonais, aussi en mer de Chine, se déplacent beaucoup. Alors la part des pays du Sud devient de plus en plus importante. On voit quelques déplacements touristiques vers ces pays du Sud, c'est-à-dire des Européens, vers des destinations d'Asie du Sud-Est, vers des destinations d'Afrique de l'Est et vers des destinations d'Amérique du Sud. Mais on voit, les flèches sont quand même beaucoup moins importantes, dont les migrations touristiques se font beaucoup plus entre pays riches qu'entre pays riches et pays pauvres, même si celles-là existent et sont assez importantes, mais beaucoup moins que les autres. Donc si on peut noter ça dans une trace écrite, on dirait que on compte aujourd'hui plus de 1,1 milliard de déplacements touristiques internationaux. Les principaux flux touristiques internationaux ne concernent que 15% de la population mondiale. C'est-à-dire que 15% de la population mondiale participe à ces déplacements touristiques, parce que pour faire du tourisme, il faut de l'argent et peu de personnes ont les moyens
de se payer des billets d'avion, de se payer des déplacements touristiques au bout du monde. Donc le tourisme représente que 15% de la population mondiale. C'est pour ça qu'on l'a vu sur la carte, c'est lié principalement, c'est une affaire de pays riches. Donc, contrairement aux migrants, la plupart des touristes internationaux partent des pays du Nord, on l'a vu, États-Unis, Japon, Europe, et se dirigent surtout vers d'autres pays du Nord. On l'a vu, ces échanges, ces flèches importantes entre les pays du Nord, mais aussi vers les pays du Sud où ils disposent d'un fort pouvoir d'achat. C'est-à-dire quand les touristes se déplacent vers des pays du Sud, Kenya, Indonésie, Brésil, eh bien ils ont ce qu'on appelle un pouvoir d'achat, des moyens de vivre de manière très correcte et de rester en résidence dans ces pays de manière très correcte. Ceux qui ont voyagé un petit peu dans le monde voient que s'il y en a qui sont allés en Thaïlande, en Indonésie ou autre, eh bien votre monnaie, la monnaie euro, est extrêmement valorisée, importante, et vous pouvez très bien vivre avec peu d'argent une journée ou même une semaine dans ce type de pays-là. Voilà pourquoi de plus en plus ces pays sont privilégiés par les touristes américains ou européens. Donc si on poursuit, on va pouvoir regarder l'impact du tourisme sur les espaces n'est pas toujours positif pour les territoires. Bien, on le voit sur ces deux photographies avec la détérioration du littoral par la fréquentation massive de touristes. Donc on remarque sur ces deux photographies ici, la présence, celle-là et celle-là, de déchets, ici, sur les littoraux, au bord de la plage, avec le très faible entretien de certaines zones touristiques. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va dans ces pays-là, et là c'est l'exemple de Cancun, la plage de Cancun, privilégier, on voit ici, les plages beaucoup plus au lointain, beaucoup mieux entretenues, parce que c'est là où vont se baigner les touristes, et là où les touristes ne vont pas, eh bien le reste du territoire est quelquefois un petit peu laissé à l'abandon et beaucoup moins entretenu, faute de moyens financiers. Donc on se concentre principalement sur les zones qui sont attractives pour les touristes et on laisse à l'abandon un petit peu les autres territoires. Et on le voit ici, voilà, des territoires qui ne sont plus fréquentés par les touristes, eh bien, sont laissés à l'abandon, pas entretenus, alors qu'on va privilégier les territoires, eux, qui concentrent une grande activité touristique. Donc il va y avoir un décalage territorial, des territoires très développés grâce à l'activité touristique et des territoires à l'abandon parce qu'il n'y a pas de tourisme. Donc ça, on le voit très bien sur les zones de Cancun ou autres. Si on regarde un autre aspect un petit peu négatif de l'impact du tourisme sur les territoires, avec ce texte dont le titre est évocateur, Cancun, un cauchemar écologique. Donc si on lit ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Cancun, la ville qui accueille le sommet mondial sur le climat, est loin d'être un exemple en matière de protection de l'environnement. La ville compte aujourd'hui 36 000 chambres d'hôtel dont la majorité s'empile sur une étroite bande de sable entre lagune et mer des Caraïbes. C'est la photographie qu'on avait vue la dernière fois. Les mangroves, qui sont des barrières naturelles, qui sont des forêts de littoraux, contre les ouragans, ont été détruites à 95%. L'exemple le plus frappant est le site du Moon Palace, siège du sommet. Des dizaines d'hectares de constructions en béton et de golf y ont été arrachés aux mangroves. Ces mêmes golfs sont responsables de la contamination de l'eau du sous-sol par les engrais. Autre conséquence de cette intense activité touristique, la production record de déchets. Presque 400 tonnes par jour sont déchargées au beau milieu des périphéries pauvres de la ville. Alors, que nous apprend ce texte sur les 3 ou 4 grandes conséquences négatives sur les territoires? On peut voir plusieurs choses. On peut voir d'abord que les mangroves, ces espaces naturels sur le littoral, détruits à 95%. Les mangroves, c'est des forêts naturelles littorales, donc détruites à cause de l'activité touristique. Deuxième chose, des dizaines d'hectares de construction en béton et de golf ont été arrachés aux mangroves, c'est-à-dire on détruit la mangrove pour construire des immeubles, des hôtels, des résidences et des golfs. Troisième impact négatif du tourisme, la contamination de l'eau du sous-sol par les engrais, parce qu'évidemment pour faire des golfs, il faut entretenir la pelouse, donc beaucoup d'engrais, et ces engrais se glissent dans les nappes phréatiques et contaminent, polluent l'eau qui est ensuite bue ou utilisée pour l'agriculture ou donnée à boire aux animaux. Et une dernière conséquence ici, la production record de déchets, qui est un impact très négatif du tourisme. Ce tourisme de masse produit beaucoup de déchets, parce que les touristes
bien, consomme, et cette consommation avec les déchets n'est pas toujours traitée correctement dans des déchetteries comme on peut avoir en Occident, pas toujours bien traitées. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Des tonnes de déchets sont déchargées au beau milieu des périphéries pauvres de la ville. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des zones peu fréquentées par les touristes sont laissées à l'abandon et utilisées comme décharge publique quasiment, alors que les zones actives au niveau touristique, elles sont privilégiées et embellies. On ne va pas mettre de décharge ici. Donc vous avez aussi un contraste sur le territoire qui se développe. Donc l'impact du tourisme et du tourisme de masse n'est pas toujours quelque chose de très positif, même si on avait vu la dernière fois que ça rapporte de l'argent à ceux qui travaillent dans le tourisme. Alors il y a aussi un impact social qui est négatif. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette photographie? Eh bien, c'est les conditions de vie des travailleurs. Ici, on a des travailleurs mayas. Mayas, c'est la population indigène du Mexique. Eh bien, ces travailleurs mayas ici, vous le voyez, sont dans un logement extrêmement insalubre, avec peu de place pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes ici, très petit. Et ces travailleurs-là travaillent dans des hôtels comme femmes de ménage, comme hommes de chambre ou autres, travaillent dans le tourisme et sont, on peut le dire, exploités aussi par l'activité touristique, puisqu'ils ne vivent pas dans des logements extrêmement décents. Il n'y a pas de conditions de travail là aussi qui sont bonnes et de conditions de vie bonnes, et aucune règle de loi du travail qu'on peut connaître en Europe ou en Occident ne sont respectées dans ces zones-là. Donc une exploitation très importante, exagérée, même j'allais dire illégale, aussi de la main-d'œuvre touristique. Voilà un autre effet négatif du tourisme de masse sur les populations, non pas sur les territoires. Donc on va pouvoir noter ces remarques ici. Donc bien souvent, le tourisme de masse est à l'origine d'une dégradation de l'environnement. Par exemple en Cancun, les mangroves forêts des littoraux tropicaux, ont été détruites à 95% à cause de la bétonisation du littoral. Donc même si le tourisme a permis d'améliorer les revenus de certaines populations, l'activité reste encore fragile. On l'a vu avec la dernière photographie, et ces populations ici qui n'ont pas bien sûr de quoi vivre décemment malgré une activité touristique et un travail dans le tourisme qui permet de les faire un petit peu vivre, mais ce n'est pas suffisant pour qu'ils vivent dans des conditions décentes. Alors si on poursuit, on peut regarder autre chose aussi, des effets aussi un petit peu plus positifs sur les territoires. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un complexe touristique qui a été construit en 2009 sur le littoral marocain, c'est ici, c'est le complexe d'El Jadida, ici, au bord de l'océan Atlantique au Maroc. On voit un immense complexe hôtelier près de la plage, ici. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette photographie? Eh bien, ce complexe hôtelier comprend des commerces, un centre de congrès, plusieurs golfs qu'on peut voir tout autour. Et dans une région qui vit principalement de l'agriculture, on peut le voir ici avec des terres agricoles au loin, et qui vit aussi de la pêche, cet hôtel est une chance. Pourquoi? Parce que 1400 emplois ont été créés par la présence de ce complexe hôtelier. 1400 personnes ont pu trouver un emploi autre qu'un emploi agricole qui sont des emplois extrêmement précaires et soumis aux conditions climatiques. Donc on a une diversification aussi, le tourisme apporte une diversification des revenus. Maroc est un pays essentiellement agricole, diversifie son activité, notamment grâce au tourisme. Ça permet à des personnes de ne pas être trop dépendantes d'une activité qui peut être précaire comme le tourisme. Autre chose aussi, on peut avoir un aménagement. Grâce au tourisme, eh bien, on va aménager des territoires qui n'auraient jamais été aménagés s'il n'y avait pas eu le tourisme. On peut voir un petit peu ici une route derrière pour amener les touristes qui a été rénovée. Mais cette route, elle ne sert pas évidemment qu'aux touristes. Elle sert aussi à la population locale. Donc, sans le tourisme, eh bien, cette route-là n'aurait jamais été réaménagée. Et cette route non plus, là, qui est toute neuve, elle a été réaménagée pour l'activité touristique, mais elle sert le reste de l'année aux populations locales. Donc l'activité touristique peut avoir un impact positif sur les espaces. En effet, elle renouvelle parfois les infrastructures vétustes, comme les axes de communication, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et enfin, elle diversifie l'économie de certaines régions du Sud et génère des emplois.
Donc, qu'est-ce que l'on peut tirer de cette leçon-là? Ben, c'est vous qui allez le faire. Vous allez utiliser les éléments vus dans la leçon 1 et vus dans celle-ci pour essayer de me reproduire et compléter ce tableau. Je l'explique. Au niveau économique, quelles sont les conséquences positives du tourisme? Quelles sont les conséquences négatives du tourisme? Au niveau de la société, l'impact sur les sociétés, c'est-à-dire sur les hommes. Les conséquences positives du tourisme au niveau de la société, les conséquences négatives du tourisme au niveau de la société. Pareil pour l'environnement. Alors pour l'environnement, le tourisme n'a pas de conséquences positives sur l'environnement, mais il a des conséquences négatives. À vous à me les mettre. Donc pour la prochaine fois, voilà, recopier et compléter ce tableau. Donc j'en profite pour vous le dire, vendredi, pas vendredi prochain, mais jeudi prochain, je vous mettrai un petit test, un petit quiz sur ces différentes leçons-là. Peut-être je le ferai vendredi, même si c'est férié, je vous laisserai le temps de le faire. Bon, voilà comment on va faire. Jeudi, je vous mettrai la dernière leçon sur le tourisme. Et vendredi, je vous enverrai le lien pour faire un petit quiz qui sera noté, une petite évaluation qui sera notée. Vous ne serez pas obligé de le faire vendredi, vous aurez le temps de le faire, mais je vous l'enverrai vendredi. Voilà, bon travail et à la semaine prochaine.